J'essaie de prendre ça toujours avec disons, une petite dose d'humour. Donc essayer de mettre en place à la limite plus des images qui interrogent qui interrogent la réalité, le monde, mais en le lisant de manière tragicomique, plutôt que d'être dans la comédie pure ou d'être dans le tragique. La tragicomédie me semble-t-il, avec le fait d'être à la fois le pire et le meilleur, dans un sens ou dans l'autre, d'être le pire et le meilleur, je pense que ça correspond plus finalement à ma vision de la réalité, quoi. J'aimais assez ce projet parce qu'il était... le projet est d'intégrer des sculptures dans des logements sociaux. Comme le lieu est une porte d'entrée, avec au-dessus de cette porte d'entrée une niche. Et ce bâtiment se trouve juste en face d'une sorte d'association des retraités. Et je me suis dit que, de manière peut-être pratique, une horloge pourrait leur être utile. Et puis évidemment, bon, au-delà de l'idée de l'horloge, je commence à m'interroger sur certaines images, Janus, entre l'oiseau mythologique et la clé, puisque la porte, enfin, ce sont des mains de gorille. Il y a plein de choses qui sont relativement hétéroclites, qui forment une nouvelle image. On peut prendre par exemple prendre deux objets qui n'ont pas forcément à voir entre elles, une sorte de statue religieuse que j'ai pu trouver à Rome, je crois, à Saint-Michel, terrassant dragon, et puis tout à coup une petite hélice d'avion, une petite clochette, une carte à jouer. Tout à coup, ces éléments n'ont rien à voir entre eux. C'est tout à coup le fait de les poser dans un rapport de proximité. C'est comme si on prend un téléphone et une ampoule, par exemple. Si je prends un téléphone, et à la place je prends un téléphone et un bic, ce que je sous-entends avec le téléphone et le marqueur est absolument différent de ce que je sous-entends entre le téléphone et l'ampoule. C'est ce que j'adore dans l'assemblage d'objets. C'est qu'on arrive à juxtaposer des choses et tout à coup, entre deux objets, il y a un rapport métaphorique qui se met en place. L'idée était vraiment de faire des objets nouveaux, mais à partir d'objets usés. Donc en profitant de cette manière-là de la charge émotionnelle de chaque objet et aussi de la patine de chaque objet. Donc profiter un peu du contexte de chaque objet, de manière à recréer un nouvel objet qui est déjà d'emblée une notion, enfin disons une dimension qui est de déjà vécu. L'intérêt de la mécanique n'est pas tant la virtuosité. Si on regarde les automates, par exemple,
l'objectif des automates est de singer, de correspondre au mieux, donc de faire à la limite un clone de l'humain, donc plus naturel. C'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner à voir comment les différents états d'une même sculpture. Donc, dans une séquence, dans une sorte de dramaturgie qui est dans une toute petite dramaturgie, c'est de raconter une toute petite histoire. Donc, peu importe qu'elle soit virtuose, c'est plutôt qu'elle soit poétique qui m'intéresse. La mécanique n'est pas ce que je préfère dans l'existence. C'est vrai que la mécanique est assez complexe toujours, c'est-à-dire que c'est la condition sine qua non, enfin en tout cas la solution que j'ai trouvée pour, disons, intégrer la notion de temps dans mes sculptures. Mais alors, et principalement ces pièces qui datent des années, celle-ci date de 91, donc les pièces que j'ai pu réaliser entre 85 et 91, posent un certain nombre de problèmes techniques parce qu'elles étaient faites d'une part à la limite de mes propres compétences et puis aussi dans ce désir de rester poétique avec la mécanique, donc que tout soit vraiment apparent comme une vieille moto, quoi, où on peut vraiment discerner les différentes parties, c'est-à-dire ne pas cacher la partie coulisse de l'effet, donc vraiment que la partie coulisse soit apparente, soit visible. Mais c'est vrai que ça demande un certain entretien, surtout pour celle-ci. Oui. Quand il se met en route, il a toute une inertie, on sent son poids, alors que finalement il n'est pas si lourd qu'il en a l'air. L'animal garde tous ses détails, et le fait qu'il soit propulsé uniquement comme sur un petit chariot, comme sur un petit scooter ou un autoscooter, ça lui donne une sorte de dérision supplémentaire. En fait, j'étais allé en Afrique, à Kinshasa, 2-3 reprises, travailler avec des enfants, des artisans dans les rues. Mais le contexte de l'époque, sous Mobutu, après les pillages, etc., était tellement guerre civile que ça commençait à devenir un peu dangereux d'y aller. Mais j'avais pris le goût de l'ailleurs, donc d'aller travailler ailleurs. Et c'est simplement en voyant un reportage sur les peintres affichistes, donc les peintres qui font des affiches publicitaires pour le cinéma. Donc moi naïvement au départ je pensais que ça avait à voir avec le cinéma indien, mais c'est quelque chose de très artisanal, plus en rapport avec la distribution, donc avec les salles, qu'avec le cinéma, l'industrie du cinéma elle-même. Donc c'est suite à ce reportage que j'ai pris un billet d'avion et je suis allé voir là-bas, parce qu'il me semblait que ces images avaient à faire avec l'idée d'objet, assez paradoxalement. Ce sont des peintures faites sur des panneaux, donc à plat, mais la manière dont il l'emploie dans les rues de Madras, notamment là où je vais, cette manière de construire ça en
en différents plans, un peu comme au théâtre. Je trouve qu'elles ont plutôt un statut d'objet. Pas vraiment le kitsch qui m'interpelle, je suis plutôt intéressé par des images populaires, des images qui soient révélatrices d'un intérêt plus universel. Le kitsch est très étroit comme processus. Je préfère des gens qui, dans leur coin, de manière à la limite très individuelle, aussi très étroite, mais envisagent la globalité du monde. Donc des gens comme le facteur Cheval, j'y adhère complètement. Des gens comme en Belgique, comme Garcet avec la tour d'Ebenezer, d'autres choses parfois plus discrètes, des gens qui font dans leur coin des petites choses avec des allumettes, peindre sur des têtes d'épingles, mais en même temps aussi dans le même lot, des gens comme Bruegel, Ensor. Et ce peintre-là? Et Chéri Zamba, évidemment, ça fait partie des quelques belles rencontres d'artiste à artiste. Je trouvais que l'œuvre de Johann présente certaines analogies avec celle de Jean Munot. Il y a par exemple une atmosphère de vieille Belgique liée à une modernité des signes et du langage. Et puis il y a un sens de la fantaisie, aussi un sens de l'autodérision. Je crois que ça c'est très important, l'espèce d'accident qui arrive constamment à l'intérieur même de la fabrication de l'œuvre et qui fait qu'elle ne se présente jamais comme une œuvre terminée, qui contiendrait toutes ses significations, mais qui au contraire introduit la contradiction en elle et laisse voir le chemin par lequel elle est passée pour nous parler. Et le long de ce chemin, il y a à la fois de la dérision, il y a à la fois de la poésie, il y a une ouverture de signification qui est très riche. En fait. Ah, le thé. L'heure du thé. Ma vocation, c'est le silence. Ah, oui, mais le thé est froid. Évidemment, depuis le temps. Quand on fait des sculptures, on les voit pour elles-mêmes, même si ce sont des sculptures animées qui ont en elles une séquence, disons, du fait de la motorisation. Le fait de les confronter à une vraie dramaturgie, donc une dramaturgie théâtrale notamment, posait de vraies questions, à savoir où on était dans le territoire de la sculpture ou dans le territoire de l'accessoire. Maître. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Essayez. Maître. Vous vous ennuyez, mademoiselle? Pourquoi rêver à fendre l'âme alors qu'il existe des jeux? Jeux de l'esprit, naturellement, cher à son cœur de vieil homme, qui distrait en même temps qu'ils instruisent. Et voilà, il l'a fait décliner, Rosa, et puis Dominus, c'est toute la lyre, la culture, mademoiselle, la culture, la culture.